Alors, on va tacler cet après-midi enfin un cycle Black Hat. C'est bien, depuis maintenant 2 ans, on fait des cycles Black Hat. Avant, c'était un peu prohibé. Et pour commencer ce cycle, on va commencer par le plus normand des Orléanais, qui voit la vie en rose en Black Hat, et qui va nous expliquer s'il faut tricher pour ranker. Je te laisse la parole. Merci Alan, bonjour à tous. Donc je m'appelle Elliot Bobier. J'ai choisi un titre de conférence parce qu'il fallait trouver un titre. L'idée au final, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que le white, qu'est-ce que le black, qu'est-ce que le grey hat, et est-ce que ça existe encore, est-ce qu'il y a encore une frontière. Donc j'ai pris un ensemble d'exemples et de tests en fait pour arriver à une conclusion, et on la fera ensemble. Donc tricher, c'est définir ce mot, c'est tout simplement ne pas respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, elles sont fournies par Google. Et ranker, c'est positionner son site, on va dire au moins en première page, ou au moins dans un top 3 ou 5. Et en gros, l'idée, c'est de savoir si on respecte les règles de Google, est-ce qu'on est capable de positionner son site, ou est-ce qu'il faut systématiquement passer à côté. Voilà. Je me présente très rapidement, donc j'ai 36 ans. J'ai plusieurs activités, notamment du e-commerce, une agence de netlinking et du conseil. Et je me présente au CA du SEO Camp. Vous avez dû recevoir un mail pour voter, donc n'hésitez pas à voter pour moi en tout premier, quoi. Voilà. J'ai plusieurs marques, donc une activité de e-commerce, des agences de conseil, Content Finder qui est un outil en bêta qui permet de lancer de la rédaction de contenu, et Dropshipping qui est un site d'impression à la demande. Mais au final, j'ai un seul métier, c'est de dealer des backlinks, faire des liens. Donc mon job est assez simple, quel que soit le sujet. Mais voilà un peu pour cadrer les choses. Et je me suis trouvé il y a plusieurs années une grosse passion pour le crade. Voilà. Donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est patauger dans la boue, c'est sympa. Et donc on va voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'on en ressort. C'est surtout ça qui est intéressant. Tous les trucs aussi. Il y a une chose, c'est en anglais on parle de SEO, Search Engine Optimization, et en français on a traduit ça par du référencement naturel. Sauf qu'en fait ça n'a rien de naturel. Si on optimise, on ne fait pas du naturel. Donc on a encore traduit ça comme des gros porcs et des sagouins, ça veut rien dire en fait, puisqu'on ne peut pas faire du naturel, ça n'a aucun sens. Si on commence à toucher une title, si on commence à écrire du contenu, si on commence à mettre ça dans des outils et à se créer des liens, c'est qu'on n'est pas du tout naturel, on optimise. Donc pour moi, c'est du référencement optimisé et pas du référencement naturel. Voilà, première chose. J'ai un prof quand j'étais en école de commerce qui m'a dit quand tu sais pas quoi mettre, tu fous une image de panda ou de petits trucs, un truc sympa, quoi. Donc voilà. On a 3 leviers pour optimiser, ça je vous apprends rien. Il y en a un sur la technique, j'en parlerai pas parce qu'aujourd'hui avec tous les CMS du marché et les solutions tech qu'on a, en fait c'est plus trop un sujet. Le contenu et la popularité. Donc le contenu c'est le texte qu'on écrit, la popularité c'est tout simplement les liens. Voilà. Pour faire simple, donc netlinking, backlink, rétrolien, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça reste faire des liens. Voilà. Je vais commencer par le contenu, qui est le premier gros pilier. Donc il y a 2 piliers, contenu, popularité. Après, on conclura. J'ai regardé un peu les règles du jeu parce qu'on les oublie rapidement. Donc ce qu'on appelle les guides, les guides qui sont donnés par Google. Google nous explique ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout simplement. Donc il nous dit notamment en contenu, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs pages ou plusieurs noms de domaine qui ciblent des régions. Donc on ne peut pas faire des clusters par région. Si on fait du devis travaux, je sais pas, ou du devis plombier, on ne peut pas avoir 500 pages par ville ou par région ou par département. On ne peut pas générer des pages pour essayer de renvoyer l'internaute toujours vers le même formulaire, pour essayer de le faire signer ou de générer du devis. Et on ne peut pas avoir des pages qui sont trop similaires. Voilà. Là, je vous apprends rien encore, c'est un peu la même chose. On n'a pas le droit, pour faire simple, de générer du contenu, de faire du contenu de mauvaise qualité. On n'a pas le droit de faire de chaînes de Markov, donc c'est des modèles de... En gros, si on prend du texte, on secoue très fort et on voit ce que ça donne. On ne peut pas compiler plusieurs contenus. On ne peut pas afficher du contenu qui vient de différentes API. Tout ça, on n'a pas le droit, c'est interdit. Et on n'a pas le droit d'améliorer en fait, le classement de Google avec du contenu qui ne serait pas vraiment informatif ou intéressant. Donc ça, c'est les règles en fait, de ce que Google nous donne. Et j'ai regardé une simple requête qui est sur un truc de devis peinture. Alors j'ai pris Nogent-sur-Seine, mais ça marche avec beaucoup de villes. C'est Choisy-le-Grand, c'est ça? D'accord. Et tout le premier résultat de Google, en fait, c'est que des annuaires ou des sites de devis. Il n'y a pas un seul artisan. Donc c'est que des gens qui ont agrégé du contenu, qui ont agrégé des artisans pour avoir ce type de résultat qui se positionne, ok, sur un mot-clé de long traîne, je suis d'accord,
avec pas beaucoup de volume de recherche, ok, mais au final, le contenu il répond à l'intention de l'internaute, puisque l'internaute il veut des devis, donc on lui sert des sociétés à appeler, mais ça va complètement à l'opposé des règles de Google où on nous a dit qu'on ne devait pas empiler du contenu l'un sur l'autre, qu'on devait faire du contenu intéressant et blablabla et blablabla. Voilà. Sauf qu'en fait, on est complètement contradictoire sur le sujet. Du coup, je me suis dit, je vais créer du contenu intéressant pour Google. Si le contenu il est intéressant pour Google, c'est qu'il va me positionner au moins dans un top 5 ou dans un top 10. Okay, donc j'ai pris une requête, peintre décorateur intérieur Béligna, c'est une ville, avec la title, et je vous ai mis mon magnifique contenu que j'ai créé pour l'occasion, que je vous laisse lire donc. Voilà. Qui, je le rappelle, est censé être beau, puisque Google me positionne dans les premiers, on va dire. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais pour un moteur, il l'interprète quand même comme un contenu de qualité. D'accord ? Pourquoi ? J'utilise un outil qui s'appelle Black Hat Generator, donc un générateur de contenu. Il y en a plein, des générateurs de contenu. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous montrer un petit peu la méthode. Ici, je suis parti sur les lieux de drague à Carcassonne. J'avais aussi rencontre gay au WC de la gare Montparnasse. C'est aussi une requête qui apparaît en Search Console. Et il génère un contenu qui ne veut rien dire, mais qui correspond au standard de ce qu'aime Google, puisqu'au final, il me positionne. Donc s'il me positionne, on part du principe qu'il aime bien. Et qu'est-ce que j'ai dans ce contenu au final ? J'ai des H1, donc j'ai une stratégie HN, j'ai des mots-clés soulignés, j'ai des mots-clés avec des puces et des numéros, j'ai du gras, j'ai de l'italique, j'ai du netlinking interne. Bref, j'ai un contenu qui, aux yeux d'un moteur, paraît passé. Pour le moment, sur des requêtes assez longues traînes, je reste d'accord avec vous, mais les règles, elles sont censées être les mêmes sur une requête un peu concurrentielle ou moins concurrentielle. Il y a plein d'outils qui font ça. Là, c'était pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on voit qu'en fait, c'est quoi ? C'est du contenu qui a été aspiré de droite à gauche. On a secoué fort, on a fait des bouts justement de chaînes de mots. On les a mis dans un autre sens et on arrive à un contenu intéressant. Du beau contenu, mais quand même du contenu crado. Mais il est beau quand même, mon crado. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je reviendrai, je vais le détailler un peu plus derrière. Si on génère du contenu assez bêtement, on n'arrive pas à ces résultats-là. Si on vient piocher dans des outils comme Your Text Guru, par exemple, qui est un outil de sémantique et qui va nous donner en fait un corpus de mots à utiliser, pour faire simple. Donc les frères Perronnet seraient là, ils me reprendraient sur le vocabulaire, mais pour faire simple, si vous parlez bien d'un sujet, vous avez un ensemble de mots à utiliser. Si vous expliquez ou vous détaillez la Tour Eiffel, vous allez forcément utiliser monument, acier, parisien, en bord de Seine, conçu en telle année, ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça que Google, en fait, Google ne comprend pas, puisque c'est un moteur, de quoi on lui parle. Par contre, il est capable de savoir si vous répondez au sujet ou pas. On va le voir un peu par la suite. Et EZWord, qui est un outil qui a été conçu par Christian Meilin, qui nous donne des idées de sujets, ou plutôt des mots rares, ou des mots qu'on trouve peu souvent dans le contenu, mais qui sont quand même intéressants. Ça, c'est un exemple de EZWord. Je suis parti sur comment consoler son amoureux, qui est une requête FR et qui paraît être une intention de recherche assez intéressante. Et on voit qu'on doit utiliser bébé, chambre, colère, occasion, parent, psychologue. En fait, tout ça, c'est un ensemble de ce qu'on appelle un corpus, un ensemble de mots, tout simplement, qui reviennent très régulièrement. Et comment, en fait, on trompe Google, tout simplement, avec ce contenu dégueulasse ? C'est qu'on vient quand même insérer ces mots-clés-là dans le contenu. Donc lui, au final, Google, il ne sait pas comprendre une phrase, mais il est capable de voir qu'il y a un ensemble de mots qui parlent bien du sujet, et il est content. Ça, c'est Your Text Guru, les deux outils sont complémentaires. Je suis parti sur bol tibétain pour vous montrer un ensemble de requêtes. On voit qu'on nous dit quand on parle de bol tibétain, on parle de cristal, on parle de massage avec des bols tibétains, on parle d'afficher une grille ou une liste, ça c'est pour des sites e-commerce. On parle de bol chantant, on parle de métaux, bref, on a un ensemble de mots qui, quand on connaît bien le sujet des bols tibétains, font sens et sont complètement logiques en fait. Et si vous parlez bien de votre sujet, décrit dans l'ensemble, ces mots ont une logique, ils ont tous forcément un sens. Et si vous ne trouvez pas de sens, vous le tapez dans Google, donc bol tibétain, Népal, Jupiter ou Patan, par exemple, et vous allez voir que vous avez une requête explicative et vous allez comprendre pourquoi ce mot est demandé en fait. Donc je ne rentre pas dans le détail, pour ceux qui connaissent l'outil, vous comprenez un petit peu l'optimisation du texte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Google va se baser sur certaines requêtes pour savoir si le sujet est bien traité ou pas. Donc en fait, les mots un peu généralistes sont juste là pour faire beau, quand Google analyse un texte, ou n'importe quel moteur de recherche d'ailleurs.
Et lui, ce qui va s'agripper, sur quoi il va gratter, il va rester, c'est ces mots spéciaux ou spécifiques liés à la thématique. Et c'est comme ça que Google sait si vous répondez bien ou pas. Il a d'autres algos derrière pour vérifier son premier calcul, mais en gros, c'est ça la question. Donc quand je génère mon contenu tout pas beau, là que vous avez vu tout à l'heure, si je gère bien l'insertion des mots avec certaines proportions, Google se dit que le contenu a l'air d'être intéressant. Et c'est ça en fait le jeu. C'est deux choses. Vous savez, c'est le fameux le qui est, quoi. Vous devez trouver la personne en posant des questions, mais sans préciser le prénom. Donc en fait, quand on rédige du contenu, c'est ça le sujet. C'est je dois parler de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe ou de je ne sais pas quel monument, mais sans utiliser le mot du monument. Donc j'utilise un ensemble de mots. Quand on connaît son sujet, ils sont tout à fait logiques. Comme nous, quand on rédige du contenu web, on n'est pas forcément expert dans le sujet. Des outils, comme je viens de vous montrer, nous permettent d'avoir ces mots et de savoir quels sont les termes les plus utilisés. Donc comment font des Your Text Guru & Co pour trouver ces mots-clés-là? Ils vont récupérer le contenu d'un ensemble de pages, en première, en dixième, en centième, et ainsi de suite. Et ils vont analyser l'ensemble des corpus pour déterminer une probabilité qu'un mot soit utilisé. Voilà. Et ils arrivent à déterminer que quand on parle de bol tibétain, le Népal, d'une manière générale, revient X fois, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est ça le jeu du contenu. Il est crado pour nous, mais il est beau pour Google au final. Pourquoi je dis qu'il est beau? Parce qu'il nous positionne. Donc s'il n'était pas beau, il ne nous positionnerait pas. Voilà. Donc c'est que lui a estimé, via ses calculs, qu'on répondait bien à la requête de l'internaute. Voilà. Au final, répondre à la requête, c'est quoi? Ou montrer à Google qu'on est un professionnel. Donc pour ceux qui connaissent le film, vous allez comprendre. C'est traiter l'ensemble des requêtes du sujet. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder en fait ce que les internautes attendent. Là, je suis parti sur nos amis les poules. On a effectivement, donc soit on a du Google Suggest, soit on peut avoir du People Also Ask sur pourquoi est-ce que les poules ne pondent pas en hiver, ainsi de suite. Et on trouve notamment avec EZ-Word d'autres idées de requêtes qui sont, peut-on donner des coquilles d'huîtres aux poules? Le chien qui mange les poules, que faire? Pourquoi mes poules ne mangent pas de maïs? Et est-ce que les poules mangent des pommes de terre cuites? Voilà. Ça peut paraître anodin, mais si on écrit un ensemble de contenus avec des pages bien spécifiques, et on le verra après, d'autres critères, au final, Google se dit qu'on répond à l'ensemble des problématiques ou des intentions de recherche de l'internaute. Donc en gros, si l'internaute il se pose ces questions et qu'on lui répond correctement, et que notre site web répond à l'ensemble des questions, on est spécialiste du sujet des poules, ou des poulaillers, ou de je ne sais quelle thématique, quelle que soit la qualité du contenu derrière. Donc ce n'est pas juste générer un contenu avec les bons mots, c'est générer un ensemble de contenus qui font que la thématique est globalement couverte. Et Google se dit, le mec c'est un pro du sujet des poules, il s'y connaît parce qu'il a traité 90% des requêtes. Voilà. Peu importe le contenu qu'on a mis à l'intérieur, du moment que le contenu utilise la bonne sémantique. Toujours pareil, je vous ai mis un renard du coup cette fois-ci pour changer. L'ensemble de ces contenus, donc maintenant on a des titres, on a traité des sujets, il faut qu'ils soient maillés entre eux. Quand on dit mailler, c'est faire un lien en interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une relation. Pourquoi? Parce que le robot, quand il arrive sur une page, on sait qu'il va regarder l'ensemble des liens, et il va aller se balader sur le site. Et l'idée, c'est qu'il arrive à faire tout le tour du site sans jamais s'arrêter, et qu'il arrive à trouver l'ensemble des pages de notre site web. On a un site de 300 pages, le jeu c'est qu'il indexe le plus vite possible et qu'il voie l'ensemble de nos requêtes parce que dans son calcul, le premier coup que l'algorithme calcule la qualité du site web, ce qu'on veut c'est qu'il voie toutes nos pages d'un coup. Mais ce maillage il n'est pas fait n'importe comment, il n'est pas fait bêtement. Quand je suis chez Darty, que je suis en train de regarder les télés, j'en ai rien à foutre des machines à laver puisque je regarde une télé. Par contre, une télé c'est aussi un câble HDMI, c'est aussi un magnétoscope, c'est aussi un lecteur DVD, c'est aussi une console, c'est aussi ce genre de truc. Mais ce n'est pas une baignoire et ce n'est pas une douche. Donc la manière dont on gère notre contenu en interne, il est super important. Il y a ici deux écoles, Laurent Bourrelli pour la première et la deuxième, les Perronnet sur un maillage. La différence entre les deux, c'est que vous en avez un qui est vraiment structuré, par exemple pour du maillage de ville, et sur les Perronnet, c'est plus à plat, donc utilisé avec l'outil Your Text Guru. Les deux fonctionnent, les deux stratégies sont à utiliser un petit peu de manière, on va dire, différente ou complémentaire. Mais l'idée, c'est que le contenu soit maillé et bien maillé. Et ce n'est pas à votre plugin WordPress là, que vous mettez en bas de page à la fin d'un article ou vous mettez en sidebar à droite de faire le job. C'est à vous, dans votre contenu. Le bon lien et le bon maillage interne, c'est le lien qui est mis en plein milieu du contenu. Bien sémantisé dedans, à côté des mots, à côté de la sémantique.
C'est très compliqué. En interne, on peut faire de l'encre exacte. C'est très compliqué de faire de l'encre exacte. En externe, en interne on peut. Par contre, ce qui est important aussi, c'est l'environnement du lien. Si vous utilisez la bonne sémantique et que votre lien autour, il a les mots-clés sur lesquels le moteur accroche, vous avez un bon maillage interne à hauteur de 4 ou 5 pages ou 4 ou 5 articles maillés entre eux. 4 ou 5, c'est pas du tout scientifique, c'est un mode de fonctionnement. Vous pouvez en faire 10, c'est pas de problème. Vous pouvez en faire 2, il n'y a pas de problème non plus, quoi. Y a pas de... Mais l'idée, c'est vraiment que ce contenu soit maillé. Donc, on répond à l'ensemble des critères que l'internaute recherche. On a du contenu qui paraît être de qualité pour Google. Et en plus, nos contenus ils sont bien liés entre eux. Ça, c'est un exemple de cocon sémantique généré avec Your Text Guru, où on nous donne un pourcentage de correspondance sémantique entre deux requêtes. Quand acheter une poule pondeuse, c'est poule pondeuse à acheter en ligne, c'est choisir sa poule pondeuse, c'est aussi pourquoi ma poule pond des petits œufs. Tout ça, c'est un ensemble de critères. Pourquoi une poule pondeuse ne pond pas? Combien d'œufs par jour peut pondre une poule? Combien une poule pond par jour? Et ainsi de suite. Et, voilà. Et ça, des critères, j'en ai généré à midi, j'en ai généré 450 ou 500. Idée de contenu. Tout n'était pas bon à prendre, mais l'intérêt, c'est que lui, il vous les classe et il vous donne la correspondance sémantique. Et on avait une marque qui s'appelle Pied de Poule, qui est une marque de bol breton. Je les ai eus en requête, il ne me les a pas affichés ou il ne me les sort pas en ayant une correspondance sémantique élevée. Parce que l'outil est capable de nous dire ton bol pied de poule, il n'a rien à voir avec tes poules pondeuses. Voilà. Par contre, j'ai toutes les races de poules, j'ai toutes les problématiques sur le poulailler, sur les saisons, sur ainsi de suite. Et si j'écris un contenu, quelle que soit la qualité pour nous du contenu, on a traité l'ensemble de la problématique en fait, du sujet des poules ou d'un autre sujet. Vous analyserez le dicton. On doit reprendre ensemble 3 concepts quand on fait ce maillage et quand on gère ça, quelles que soient les techniques utilisées. C'est comprendre le PageRank, comment il se diffuse, sur une base d'un surfeur raisonné qui n'est plus aléatoire. Je m'explique. Quand Google arrive sur une page, il va analyser la probabilité qu'un internaute clique sur un lien. C'est globalement l'algo du PR simplifié, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Je suis sur un site de carte grise, je fais un lien vers un garagiste, probabilité assez élevée. Je suis sur un site de garagiste, je fais un lien vers un site qui construit des poulaillers, probabilité que l'internaute ait envie de cliquer, elle est quand même assez faible. Donc c'est ça en fait qui va derrière indiquer si le PageRank il passe beaucoup ou il passe pas du tout. C'est pour ça que des fois vous allez faire un lien qui vous pousse et des fois vous faites un lien qui vous pousse pas. Parce que sémantiquement, le lien n'a pas de correspondance ou n'a pas d'intérêt. Ça c'est la théorie, dans les faits c'est plus ou moins bien fait par le moteur, mais c'est fait. Et RankBrain, lui, c'est le petit algo. Alors, il y en a plusieurs des sous-branches, mais c'est le petit algo qui vient vérifier que le premier calcul de Google est bon. En gros, je suis sur mon premier résultat de recherche, je clique, je lis le contenu, je suis un internaute, le contenu me paraît dégueulasse, c'est le contenu que je vous ai montré tout à l'heure. Je ressors, je retombe sur la SERP, je clique sur le deuxième ou sur le troisième. Si ça, c'est fait à grande échelle, vous pouvez vous assurer que le premier résultat va descendre, en flèche et très rapidement. Parce que Google, le meilleur de ses critères, c'est de regarder ce que fait l'internaute. Et est-ce que l'internaute aime bien le contenu ou pas? Google, c'est un moteur, il est incapable de comprendre si votre contenu est de qualité ou pas, si c'est bien fait, pas bien fait. Donc il regarde si l'utilisateur est content ou pas. Comment il le regarde? Vous êtes tous connectés à Google Chrome, vous avez tous votre compte Google qui est connecté, et de toute façon, vous avez mis 50 000 plugins qui revendent vos données. Donc quand vous utilisez Colorzilla ou je ne sais quel petit plugin sur Chrome, ne vous inquiétez pas que toutes vos données sont refilées. Donc c'est comme ça qu'on voit en fait si l'internaute est intéressé ou pas. Donc on peut truander Google sur beaucoup de choses. RankBrain nous permet de moins le truander. Encore, on a des petites techniques pour. Mais ce n'était pas le sujet, c'était au moins pour vous dire, voilà, en termes de vocabulaire, c'est ça qu'il faut comprendre derrière. Et quand on fait du maillage en interne ou en externe, on utilise l'algo du PageRank, on comprend l'algo du PageRank et du surfeur raisonné. Et si on n'a pas ces deux notions, il y a des trucs qu'on comprend moins. Voilà. Ça, c'était sur le contenu. Donc, pour résumer, en fait, le contenu que Google analyse et le contenu que nous, on lit, n'a pas la même notion de qualité. On peut facilement truander Google si on a des notions de sémantique, voilà, avec quelques bons outils. Donc, encore une fois, ce n'est pas une critique en mode truandage, Google est nul, blablabla, parce que quand on veut entuber un système, on arrive toujours à trouver.
Voilà. Mais c'est simplement de dire que le système n'est pas forcément 100% fiable et qu'on peut passer à côté. Et vous verrez sur ma conclusion. Système de lien. Donc popularité, c'est quand je demande dans la salle quel est le meilleur médecin, j'en sais rien. C'est que tout le monde pointe quelqu'un du doigt et dit voilà, c'est lui le meilleur des médecins ou le meilleur des chirurgiens ou j'en sais rien. Ben, c'est tout simplement le concept de popularité. On a appelé le PageRank parce que Larry Page, voilà, c'est lui qui a conçu l'algo. Il lui a donné une partie de son nom. L'idée, c'est de dire est-ce que le site est populaire ou pas. La notion de popularité, elle est encore quand même assez subjective, mais Google va essayer de la calculer en se disant est-ce que le site web qui parle de ce contenu-là, il est quand même apte à en parler ou pas. Je vous la fais simple, mais vous le lirez dans le détail. Je n'ai pas le droit de quémander un lien à mon fournisseur, je n'ai pas le droit de faire d'échange de liens, je n'ai pas le droit de poser un lien moi-même sur un forum, je n'ai pas le droit de demander sympathiquement à quelqu'un dans la salle de me faire un lien. Bref, je ne dois pas manipuler l'algorithme. Des gens qui spontanément font un lien vers un serrurier à Marseille, j'en connais pas beaucoup. Pourtant, les serruriers à Marseille, ils ont plein de liens. Voilà. Donc, au final, on nous dit qu'il ne faut pas en faire, que ça doit se faire de manière naturelle. Mais dans les faits, on s'aperçoit que naturellement, c'est plus compliqué d'en obtenir. Donc ici, voilà, je vous ai remis un screenshot d'un site sur une thématique des lieux de drague. J'ai mis Marseille, mais ce n'est pas la requête. Donc là, c'est l'ensemble du site. On voit que je prends une petite claque, effectivement, sur les mises à jour de décembre, mais au final, j'arrive toujours à faire à peu près 100 utilisateurs par jour. Donc, on peut générer des visiteurs et convertir derrière avec un site qui a de la popularité. Voilà, ça c'est un fait. Quand on parle de popularité, ça veut dire quoi? Ça, c'est un screenshot de SEO Observer. C'est simplement pour dire, donc je ne vais pas vous le démontrer par A plus B parce que vous l'avez vu dans 50 confs, mais globalement, si on n'a pas de lien qui pointe vers nous et des liens de qualité, donc encore une fois entre guillemets qualité, parce que la qualité c'est quoi? C'est des sites qui sont eux-mêmes populaires et qui font un lien sur le même sujet que nous. Donc si je suis à un site de carte grise, globalement c'est des garagistes, des sites d'automobiles, des sites de voitures, des sites qui parlent de la carte grise qui vont pouvoir me faire un lien. Si je reçois des liens d'un site de, j'en sais rien, de comptabilité, quoi qu'encore ça pourrait marcher, mais si je reçois des liens d'un site qui n'a rien à voir, ou au moins la page qui me fait le lien n'a rien à voir avec mon contenu, c'est plus compliqué. 5 minutes? Ok, nickel. Dans les faits, c'est un petit peu différent. Une fois qu'on a compris que la relation entre le porno et le jardinage, c'était le concombre. Elle n'est pas de moi, mais elle est globalement vraie. C'est-à-dire que vous arrivez toujours à relier deux thématiques entre elles, au moins sur une page, en disant je suis un cabinet d'experts comptables, j'ai un client qui fait des cartes grises en ligne, voici la législation, et on peut faire un lien vers le site de cartes grises. Donc ça peut des fois être tiré par les cheveux, parce que c'est quand même assez dur d'arriver à trouver des liens dans sa thématique, où au bout d'un moment, on a quand même rincé les sites sur lesquels on pouvait obtenir un lien. D'accord ? C'est pour ça, en fait, que quand on parlait de la stratégie de contenu tout à l'heure, trouver des idées de contenu qui s'éloignent un petit peu de notre thématique proche permettent d'augmenter nos sources de liens possibles. Je suis sur les cartes grises, je peux commencer à dériver sur les assurances pour les scooters, les assurances pour les voitures électriques, les garages du coup à Paris, les assurances pour sa place de parking, ce genre de choses. Et du coup, j'ai un nouveau monde qui s'ouvre, c'est plus que les cartes grises, ça vient des sites d'assurance, des sites de voitures, des sites de parking, donc parking veut dire immobilier et ainsi de suite. Donc je peux en fait, selon mes clusters, avoir des niveaux de sources de liens un petit peu différents. Voilà. TFCF, c'est des approximations, on les manipule assez facilement. Ça fait toujours plaisir à regarder quand on voit que son site a un beau TFCF. C'est plutôt le CF, si vous voulez, qui va nous donner un indicateur du PageRank. Aujourd'hui, le PageRank est plus utilisé, j'aurais plus indiqué par Google, il est toujours utilisé et on n'a plus l'info. Donc on ne sait plus si on est PR2, PR3, PR4. Avant, il y a très longtemps, on avait un petit plugin. En gros, on peut dire que si on a un CF à 22, on a un PR à peu près à 2. C'est des approximations, mais ça nous aide déjà à travailler et à avancer. Plus le PR est élevé, plus on est populaire sur une thématique. Le TF, notre trust flow, c'est plutôt est-ce que les liens qu'on reçoit proviennent de sites populaires. Est-ce que c'est Le Monde? Est-ce que c'est Le Figaro? Est-ce que c'est Capital? Est-ce que c'est une chaîne de télé? Ou est-ce que c'est le petit blog du coin qui nous fait un lien?
Ça, on le voit assez facilement quand on a des stratégies de PBN, j'y reviendrai après. On a généralement un trust flow qui est assez bas et un CF qui est assez élevé parce que ce n'est pas des sites d'une grande qualité ou des sites vraiment reconnus qui nous font un lien. C'est beaucoup de sites qui nous font des liens mais qui ont chacun un tout petit peu de jus à nous donner. Mais ça, je pense qu'il y a une conférence de Nico justement qui parle que des PBN, donc je ne vais pas vraiment aborder la partie netlinking, mais on a vu que dans les règles de Google, on ne doit pas faire de liens. Dans les faits, on a bien tous compris que les liens ne tombent pas par magie tout seuls et que quand on reçoit des liens, eh ben, on monte. Voilà. Le seul truc pour se prémunir de ça, c'est jamais d'encre exacte ou vraiment de manière chirurgicale. Si vraiment vous maîtrisez, vous faites de l'encre exacte. Si vous ne voulez pas prendre de risques, vous faites que de l'encre généraliste. Ça peut être des cliquer ici, ça peut être des en voir plus, en savoir plus, voir le site, ainsi de suite. Ça peut être l'URL de votre site avec et sans les 3 W, avec le HTTPS ou sans. Ça peut être le nom de votre marque et ça peut aussi être des encres sémantiques. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu pourquoi est-ce que ma poule ne pond pas en hiver. Ça peut être, si vous voulez savoir pourquoi ma poule ne pond pas en hiver, cliquez sur ce lien ou allez voir ce site web. Et du coup, on a un encre de lien qui fait une ligne entière ou qui fait une phrase. Mais ça indique à Google de quoi parle le contenu en face. Et globalement, pour le moment, on n'est pas encore pénalisé par ça. À noter qu'il y a plein de monde qui ne... Genre, vous avez dû suivre le souci sur les titles qui ont été renommés par Google. Pourquoi ? Parce que tout le monde a spammé sa title. Donc, c'était achat machine à laver. Mais comme la title, elle n'apparaît pas sur le site web, tout le monde s'en fout. Par contre, on a bien travaillé le H1. Donc, découvrez notre large collection de machines à laver. Qu'a fait Google, parce que c'est pas sympa pour les internautes d'avoir que des titles un peu spammés, il a remplacé la title par le H1. Voilà. Sur le lien, on a le titre de lien, qui aujourd'hui est peu rempli. Ça serait peut-être bien de le remplir, peut-être qu'un jour il va switcher le titre de lien par l'encre de lien, en se disant tout le monde spamme l'encre de lien, mais c'est vrai que le titre de lien n'est pas encore utilisé. Est-ce que c'est pas un jour quelque chose qui deviendra un critère ou pas? Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance, c'est de se dire qu'est-ce qui peut prendre comme autre info que tout le monde ne remplit pas ou que tout le monde n'utilise pas, quoi. Donc c'est dans les détails que les choses se jouent, en fait, et c'est le genre de petits détails, voilà, qu'on peut faire aussi. Je vous ai mis un braqueur parce qu'en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est aller braquer du lien, essayer d'en poser. On s'en aperçoit sur l'ensemble des stratégies, que ça soit fait en fait de manière naturelle ou pas, entre guillemets, ou de manière relation presse, commerciale ou échange. Là, c'est un peu l'ensemble des liens qu'on peut avoir ou qu'on peut obtenir. Le blog tout en bas et la presse, c'est le plus simple parce qu'on crée nous-mêmes nos propres liens, donc c'est pas très compliqué. Wiki, encyclopédie, ça devient un peu plus chaud à voir. Il y a des sites de redirection, il y a des sites qui abritent vos vidéos, il y a des sites sur lesquels vous pouvez poster vos images ou vos infographies, si vous réalisez des infographies clients. On a plein de forums qui parlent des produits. Il y a des gens qui vous font, volontairement ou pas, des liens. Même si des fois vous avez un mauvais service client, le forum va vous faire un lien. Le web profil, vous avez tous le droit d'avoir un CV en ligne. Et il y a des sites de CV, il y en a des dizaines. Vous avez le droit d'indiquer le site web sur lequel vous bossez. Et les anciens annuaires où on dit que les annuaires ne marchent plus. Je ne trouve pas que les annuaires ne marchent plus. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il faut un peu de tout le temps. Donc c'est parce que vous avez un profil de lien qui prend à peu près l'ensemble de ça qu'on va y arriver. 10 ? C'est à peu près parce qu'on a un ensemble de liens qui est vraiment généralisé, qui semble naturel, puisqu'en fait, dans la vraie vie, personne n'a que des blogs que des blogs ou que de la presse ou que des petits sites web, encore moins des WordPress avec toujours les mêmes thèmes qui pointent vers chez vous. C'est un ensemble de choses. Mais on peut simuler ça tout à fait et essayer de se dire je fais 10 ou 15 liens dans chacune des catégories, ce qui fait une centaine de referring domaines à la fin. Voilà. Mais si on n'a pas ce travail, c'est ce qu'on s'aperçoit, si on n'a pas ce travail d'aller chercher des liens, ils ne viennent pas tout seuls et on ne monte pas. Et ça fait depuis 2008-2009 que je suis dans les SEO. Depuis 2010 ou 2011, j'entends dire que les PBN vont se faire exploser, que Google a la solution, que ceux qui ont fait des PBN, ça ne marchera pas, ils vont se prendre des pénalités, blablabla et blablabla. Ça fait 10 ans que les mecs qui font des PBN sont devant les autres et qu'ils encaissent le cash pendant que ceux qui ne veulent pas faire de lien le regardent. Voilà. Donc même si aujourd'hui on se fait pénaliser, ça fait quand même 10 ans que les mecs prennent le cash et qu'ils sont devant. Voilà. Donc est-ce que ça valait le coup de se prendre une pénalité pour gagner 10 ans d'avance? Et c'est pas fini.
Je ne dis pas que la pénalité arrive demain. En réalité, c'est extrêmement compliqué pour Google de savoir si le lien a été posé ou pas. La seule manière qu'il a de vous gauler, c'est de vous tendre un piège en mode vous faites beaucoup de liens, ou même quelques liens, il vous fait tomber en position 80, et vous, comme un gros guignol, vous allez aller enlever vos liens. On va dire, je viens de poser un lien qui est mauvais, alors je vais tout de suite l'enlever. Si vous l'enlevez parce qu'il vous fait chuter, c'est que c'est vous qui l'avez posé. Si vous ne l'avez pas posé, vous ne pouvez pas l'enlever. Voilà. Et on constate qu'on perd des fois des positions. Quand je fais 10-15 liens sur une page, je me prends un shoot en 80, 75e, 70e, j'attends, je reste tranquille, et puis ça revient, mais en positif. J'ai regagné 5 places par rapport à la base. Mais il m'a fait faire du yo-yo pour me faire flipper. On parlait avec Julien hier soir du concours Next Level qui avait eu lieu. La pénalité, elle est tombée le samedi soir à 2h du matin, je crois, pour emmerder tout le monde, pour pourrir le week-end de tous les participants. Voilà. Donc en fait, c'est la guerre psychologique, et le seul truc que Google il a, c'est de vous embêter, de vous tendre des pièges. Si vous tombez dedans, vous vous faites gauler. Ouais. C'est comme à chaque mise à jour où tout le monde panique en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois retirer. Non, vous faites rien et puis ça revient. Voilà. Des fois, ça ne revient pas, mais ça, on n'y peut rien. Puis des fois, ça revient. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Je ne vous apprends rien de nouveau sous le soleil. Mais si vous êtes encore persuadé qu'il ne faut pas faire de lien, faites-le intelligemment, mais on peut en faire. Juste un petit rappel quand même. Donc là, je vous ai mis le débarquement parce qu'on peut envoyer les troupes assez fort avec du PBN. Un truc, P, c'est pour private, privé. Quand vous mettez votre PBN sur toutes les plateformes du monde pour gagner de l'argent, c'est plus un PBN privé. C'est un réseau de sites, qui vous sert à gagner de l'argent parce que vous faites de l'édition de sites, mais c'est plus un private blog network. C'est un truc que tout le monde connaît. C'est un public, oui. C'est un public blog network. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vraie stratégie de PBN, il ne faut pas l'oublier, c'est d'avoir des sites dont vous êtes le seul à connaître le nom et l'identité, et vous ne les donnez pas à tout le monde. Vous ne faites pas d'échange de liens avec, vous ne faites pas de plateforme, vous ne vendez pas des liens, vous faites pas... Il y a un réseau de sites pour vendre des liens, il y a un réseau de sites que personne ne connaît, qui est que vous. Voilà. J'arrive sur la fin. On arrive à manipuler Google, on arrive à s'amuser avec des techniques de génération de contenu, d'améliorer avec de la sémantique, en faisant du lien, en bricolant. Voilà. Il y a un truc qu'on ne pourra jamais passer en termes de contrôle, c'est tout simplement les vraies marques qui obtiennent du trafic autre que par le SEO. Donc nous, on va faire un petit site, je ne sais pas, d'affiliation sur les arbres à chat. Globalement, on ne deviendra jamais leader de l'arbre à chat, fabricant d'arbres à chat avec de la pub sur TF1, Capital qui vient nous voir dans nos locaux, le Financial Times qui fait un article sur nous, et on a notre tronche dans, je ne sais pas, qui est le grand magazine économique où on passe sur BFM TV pour montrer notre arbre à chat innovant. Voilà. Parce qu'on fait du SEO et on reste là-dedans. Donc c'est ça aussi un des critères, et c'est là où on a la limite des choses, c'est qu'au final, si on veut vraiment se positionner sur des requêtes concurrentielles, la vérité, c'est qu'il faut à un moment donné de devenir une vraie marque, une véritable marque avec un vrai branding, avec une vraie promesse marketing, des vrais clients contents, et tout simplement de la publicité télé, du AdWords, de la publicité Facebook, des régies publicitaires, des journalistes qui vont parler de nous, des vrais internautes qui vont parler de nous, une vraie vie autour. Donc on peut simuler, émuler un petit peu tout ça. Donc on a des bots, des petits outils qui permettent d'envoyer des bots sur des sites web, leur faire des actions, les faire cliquer dans la SERP, revenir. C'est de plus en plus compliqué, mais ça se fait encore. Pour simuler un peu cet engouement, on va dire, on peut aussi manipuler un petit peu les Google Suggest en suggérant des marques sur des produits. Ça reste du bricolage. Voilà, c'est-à-dire que face à une vraie marque, quand on est un site d'affiliation dans la mutuelle et qu'en face de nous, on a des vrais mutualistes qui ont des vrais produits, qui sont vraiment experts du sujet, ça reste quand même compliqué. Donc c'est ça la limite du sujet, la limite de la chose, c'est qu'on reste quand même sur au moins de la moyenne traîne ou des niches ou des requêtes un peu moins concurrentielles. Et c'est vrai que si on veut vraiment monter sur de la grosse requête, on peut faire notre job de SEO, mais à côté, il faut une vraie marque avec l'environnement qui va autour du marketing. Voilà. Pour conclure, et je devrais être pas mal dans le timing. Combien ? Ok. J'aurai un peu d'avance. En gros, ce que je vous ai montré là, c'est qu'avec du contenu dégueulasse, quelques outils et une stratégie de lien, j'arrive à faire une centaine de visiteurs par jour.
et sur un site que je n'ai pas touché depuis 1 an et demi, où je ne m'étais pas trop foulé à travailler. Donc si demain vous me dites que vous n'arrivez pas sur un sujet où vous êtes spécialiste, ou sur une marque où vous vendez des produits, vous n'arrivez pas à vous positionner et à faire du trafic, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Parce que quand on ne travaille pas trop et qu'on truande, on fait du traf, vous devez en faire si vous êtes spécialiste du sujet. C'est juste une question de méthode et de compréhension de comprendre le fonctionnement, mais vous avez à peu près dans l'ensemble de ces slides le fonctionnement global. Ce qu'il y a à faire, effectivement, je suis d'accord avec vous, quand on parle de faire du bon contenu, c'est coûteux. Il faut connaître son sujet, il faut travailler le sujet, mais si vous prenez, je ne sais pas, 3 à 4 contenus par jour, on va dire, vous prenez le temps chaque soir de faire 1 heure ou 1 heure et demie. Même si vous mettez 1 heure à faire vos 350-400 mots, au bout de 2 ou 3 mois, vous avez un petit site de 40-50 contenus très spécialisés sur un sujet. Vous verrez sur mon... Je vous ai mis ici, et ça va être la dernière slide avant la question, soit mon Bitly, soit mon, je ne sais plus comment on dit, Linktree, un truc comme ça. Vous allez retrouver les slides de la conf, mon lien sur Twitter. J'ai fait un thread là récemment sur Twitter en donnant une petite méthode pour trouver 50 contenus sur une niche, rédiger 50 belles pages, même si c'est 350 ou 400 mots, vous reviendrez sur votre contenu après, on pourra toujours l'optimiser. Vous le mettez en ligne, vous faites quelques liens d'annuaire ou quelques liens de forum. Encore une fois, tout ça, ça vous a juste coûté du temps. Vous laissez le site web tourner 3-4 mois, vous revenez dans 3-4 mois et on pourra optimiser tout ça. Mais déjà, vous avez une super base pour vous positionner avec toujours la même recette depuis 10 ans. Title, lien et du backlink. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? J'ai 1 minute de J'ai la question Mug avant. Déjà, vas-y. Comment se nomme l'algorithme visant à comprendre les requêtes complexes et à identifier la qualité d'un contenu? Ouais, je l'ai entendu par là. Wrong Brain, c'était qui? Sandrine. Ah. Non, elle est disqualifiée, elle. Tu choisis maintenant. Non, c'est toi le conférencier. Le monsieur là, ouais. Allez. Allez, ils sont bons joueurs.